À chaque fois que la justice en France ou que les services de sécurité en France dévoilent un plan machiavélique dans lequel est impliqué ou sont impliqués des criminels, des gangsters, téléguidés par une main pour le moment invisible. Parce que je rappelle que dans la nouvelle affaire de Hicham Aboud, il y a eu, le régime algérien n'a pas encore été cité dans le dossier judiciaire. Je rappelle quelques éléments importants. La nouvelle affaire Hicham Aboud, il ne s'agit pas de son kidnapping à Barcelone en octobre 2024. Il s'agit d'une nouvelle affaire. Je dis bien, il s'agit d'une nouvelle affaire qui concerne une tentative, un plan machiavélique et cruel qui était en cours de préparation pour assassiner Hicham Aboud au mois de février 2025 à El Roubaix, dans son lieu, dans son domicile, enfin, dans les alentours de son domicile, où il habite à Roubaix, dans la banlieue de Lille. Donc c'est une nouvelle affaire. Il ne s'agit pas de l'affaire du kidnapping de Barcelone. C'est très différent. Et cette affaire, c'est une deuxième affaire d'Hicham Aboud. Ce n'est pas la première affaire de l'Espagne. En Espagne, elle est toujours en instruction, en Espagne comme en France. Mais là, nous avons un nouveau groupe, 4 personnes. Un cinquième a été placé en garde à vue, il a été relâché. Visiblement, il n'y a pas eu de preuves qui ont été retenues contre lui. Il n'y a pas eu de preuves matérielles pour le moment démontrant son implication directe. Euh, L'affaire Hicham Aboud, la deuxième affaire, c'est 4 gangsters qui ont été identifiés, retrouvés par les services de sécurité français, police judiciaire et DGSI, les services de renseignement français, au cours de laquelle ils ont recueilli des éléments matériels prouvant qu'une somme d'argent a été donnée à un tireur, celui qui devait tirer et euh, qui devait tirer, assassiner Hicham Aboud, 10 000 euros, et 3 autres personnes ont été emprisonnées et arrêtées. Ils étaient complices. Les services de sécurité français ont retrouvé ce gang après avoir enquêté sur une affaire d'un braquage d'un musée à Lyon. Et il s'avère que ces gangsters sont des professionnels qui ont été contactés par des commanditaires. On ne sait pas est-ce que c'est un commanditaire ou des commanditaires. La justice française n'a pas encore révélé toutes ces informations pour le moment. Il y a un ou des commanditaires qui ont qui ont demandé un contrat, comme on dit, un contrat sur la tête de le pauvre et infortuné Hicham Aboud, c'est-à-dire que quelqu'un ou un groupe de personnes ont demandé son assassinat. Ils étaient prêts à payer le tireur 10 000 euros et les autres personnes, ses complices, pour préparer l'opération. Et c'est grâce à une enquête menée préalablement sur un braquage d'un musée en novembre 2024 près de Lyon que les services de sécurité français ont pu découvrir ce contrat sur la tête de Hicham Aboud. C'est-à-dire que le pauvre Hicham Aboud aurait pu être assassiné et aurait pu ne pas être parmi nous, il aurait pu ne pas être des nôtres si les autorités françaises ou les services de sécurité français n'avaient pas mené leur enquête de façon approfondie et rigoureuse sur ce braquage perpétré ou commis en novembre 2024 près de Lyon. C'est là où ils ont retrouvé, dans les smartphones de ces gangsters, un groupe Signal dans lequel il y avait des échanges et des instructions et une adresse, une consigne pour tuer Hicham Aboud, avec des détails sur son adresse à Roubaix. Et c'est comme ça que les prévenus ou les suspects ont été arrêtés et placés en détention provisoire. Ça s'est passé hier au tribunal de Paris, au tribunal judiciaire de Paris, le 23 mai 2026. C'est une nouvelle affaire. J'entends depuis tout à l'heure les complotistes qui parlent, qui agitent les théories du complot, comme quoi il y a un lobby caché en France, que dès qu'il y a un rapprochement entre la France et l'Algérie, une nouvelle affaire judiciaire éclate pour impliquer le régime algérien ou l'État algérien dans des affaires de barbouzerie, que c'est le complot de l'État profond en France, ou de l'extrême droite, ou des services de renseignement français. Écoutez, les amis, s'il vous plaît, de grâce, on parle de la vie d'un homme. Je peux comprendre que Hichem Aboud soit insupportable. Moi, je ne porte pas dans mon cœur. Honnêtement, je n'approuve pas ses méthodes. Je ne l'apprécie pas en tant que personne. C'est quelqu'un qui est parti très loin dans la calomnie,
dans la violation de la vie privée, dans la vie privée, dans l'injure. Ces méthodes sont sales et répugnantes, ces méthodes de communication. Sa façon de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est même pas du journalisme, c'est de l'insulte en permanence. Ceci dit, je ne cautionnerai jamais. Il y a quelque chose, il y a une ligne rouge, la dignité, l'intégrité physique et la vie d'un homme ou d'un être humain. Nul n'a le droit de décider de la mort de quelqu'un. Exécuter Hicham Aboud, préparer, demander un contrat sur sa tête, comme on dit dans l'expression des criminels, dans le jargon des tueurs, recruter des tueurs à gages, vouloir attenter à sa vie, c'est tout simplement inacceptable. C'est plus que scandaleux, c'est honteux. C'est honteux, c'est inhumain, c'est barbare et c'est cruel. Et malgré toutes les divergences qui m'opposent à Hicham Aboud, tous les désaccords et toute l'hostilité que je peux lui témoigner en raison, encore une fois, de sa manière pas subversive, calomnieuse, immorale, malhonnête de parler de la vie privée des dirigeants algériens. Et récemment, je l'ai condamné. Quand Hicham Aboud, la semaine dernière, a vraiment porté atteinte, une atteinte très grave à la dignité et à l'honneur de Madame Tebboune, j'ai été le premier à le dénoncer, à le déplorer. Mais moi, je suis honnête. Je suis honnête intellectuellement, je suis intègre moralement et j'ai des valeurs. Jamais je ne cautionnerai la violence. Jamais je n'accepterai qu'on touche à un cheveu de Hicham Aboud. Hicham Aboud, je le combats par les idées. Je le combats par les arguments. Je le combats avec la raison, avec le cœur et avec le langage. C'est un combat intellectuel que je peux mener contre lui. Mais le tuer, recruter des voyous et des gangsters, c'est une mafia. C'est vraiment une mafia. Ça, c'est des méthodes mafieuses. Maintenant, encore une fois, dans ce dossier, contrairement à l'affaire la MLDZ, où nous avons des preuves de l'implication du régime Tebboune, à travers des mandats d'arrêt internationaux qui ont été lancés contre des officiels algériens, dont l'un est encore en prison, l'ancien agent du consulat d'Algérie à Créteil. Dans le dossier Hicham Aboud, pour le moment, il n'y a que des voyous, il n'y a que des gangsters, il n'y a que des délinquants et des criminels. Il n'y a pas pour le moment un lien direct avec le régime Tebboune qui a été évoqué jusqu'à maintenant dans le dossier. Il y a le secret d'instruction. Il est possible que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, les investigations judiciaires du parquet national antiterroriste, c'est la même instance judiciaire qui est en charge du dossier MLDZ, qui donc plonge en ce moment sur l'affaire Hicham Aboud. Il est possible que les investigations ou l'instruction judiciaire mènent vers la découverte euh, d'un lien ou d'une connexion avec le régime Tebboune. Mais les soupçons pèsent sur le régime Tebboune et les soupçons sont légitimes. أنا personnellement مانيش فاهم هذا يجمع بوش ما حاب يقتلوا. Barcelone, في Roubaix, qu'est-ce qui, il peut avoir des, ça peut être des privés, ça peut être des privés, mais c'est qui est ce privé qui va recruter, va monter, parce que juste après Barcelone, l'opération Roubaix, on a l'impression qu'il y a un groupe ou un individu qui est très acharné contre Hicham Aboud et qui veut vraiment l'éliminer. Ces personnes doivent avoir de l'argent, ont certainement une autorité, ou ils ont une protection, ou ils sont déjà dans le domaine, dans le secteur, dans l'illicite, dans le criminel, où ils sont des gangs, ou ce sont des dirigeants qui ont des raisons politiques, qui ont des motivations politiques et qui ont un conflit politique. Il est possible que ce soit des voyous. Sauf que Hicham Aboud, avec, encore une fois, tous les désaccords qui m'opposent à lui, Hicham Aboud, ce n'est pas un dénonciateur des mafias économiques. Il a très peu de dossiers économiques. Et chez Mahmoud, sa spécialité, c'est les familles des dirigeants, la famille Tebboune, les dirigeants, la violation de la vie privée des dirigeants, etc. C'est les attaques personnelles, c'est l'injure, c'est le dénigrement, c'est les attaques personnelles contre les dirigeants. C'est pour ça que moi je doute que ce soit qu'il y ait une motivation politique derrière l'affaire Hicham Aboud. Hicham Aboud ne touche pas aux intérêts, au lobby économique. Il ne maîtrise pas l'économie. Moi j'ai travaillé avec lui, je le connais, il ne maîtrise pas. L'économie, le business, tout ce qui est
Les enjeux économiques et financiers, il ne les maîtrise pas. Il en parle très très peu. Il n'a pas de source là-dessus. Il est vraiment fort dans le sécuritaire et dans l'invective politique. Maintenant, moi je ne suis pas enquêteur. Je respecte l'indépendance de la justice française. Je n'ai pas à juger à sa place. Je ne vais pas mener l'enquête à sa place, mais je me pose des questions. Et je pense qu'il faut maintenant réclamer des comptes à Abdelmajid Tebboune. Parce que c'est quand même bizarre, cette violence politique qui a été instaurée en Algérie et cette machine infernale des menaces, des intimidations et des tentatives d'assassinat qui s'est mise en branle contre les opposants algériens. L'affaire MDZ, mon agression en août 2023, l'affaire Benzedea, Kif Kif, il a été victime aussi d'une agression en 2000, c'était en 2024, lui, non? C'était, je crois 2023 aussi, 2023 ou 2024, j'oublie. Après, il y a eu son affaire, son arrestation, son placement. Mais il a été agressé par un individu qui était un partenaire avec lui dans les affaires ici, un résident algérien en France, etc. L'affaire Hicham Aboud, on a vu les multiples révélations de compléments d'enquête, de l'œil du 20h du JT de 20 de France 2, les élus franco-algériens, comment ils sont soumis à certaines pressions, les activités extrêmement violentes et subversives de certains lobbies sécuritaires et politiques liés au régime algérien sur le sol français, au début de l'année, voilà, début de l'année 2025, les appels aux agressions, au lynchage, à la haine lancée par les influenceurs pro-régime Tebboune, employés par le régime Tebboune, qui mettent Doualem sur TikTok, comme d'autres, certains comme Sonia de Lyon, certains ont été emprisonnés, d'autres ils ont été condamnés, d'autres ils ont été condamnés à des peines de sursis. Il y a une véritable violence. Il y a une véritable violence politique, il y a un climat de violence, de haine, une diabolisation tellement outrancière de l'opposant, de la figure de l'opposant. Jamais la figure de l'opposant n'a été aussi détestée, aussi haïe dans l'histoire de l'Algérie récente que sous l'époque du régime Tebboune. Je vous dis la vérité, durant l'époque de Bouteflika, il y a eu des opposants qui parlaient, il y a eu le mouvement Rachid, il existait, les anciens du fils, le maire Beya, il y avait un MLDZ qui était là en France, etc. Mais il n'y a jamais eu des tentatives d'assassiner, de liquidation physique, on n'a jamais eu parlé d'harcèlement, de menaces ou d'agressions physiques menées contre des opposants algériens basés à l'étranger. On n'en a jamais entendu parler. Je dis bien, on n'en a jamais entendu parler. Tebboune, dès son arrivée, il a créé le concept de Khaberji. Ensuite, il a lancé une machine de propagande contre tout ce qui est tout ce qui n'est pas d'accord avec lui, toutes les tendances, les mouvements, les personnalités politiques qui le critiquent ou qui le remettent en cause. Ensuite, il y a eu la diabolisation. Alors, où on est pro-Merzin, où on est des agents du sionisme, où on est des agents de la France, ou des Émirats, etc. Et on a considéré comme les Algériennes et les Algériens qui suivaient les opposants basés à l'étranger, qui partageaient leurs vidéos, qui likaient leurs publications sur les réseaux sociaux, on les accusait d'apologie du terrorisme. Après, on a commencé, le régime Tebboune a commencé à considérer comme terroristes les opposants. Au départ, ils étaient des subversifs, maintenant, ils sont devenus des terroristes. Alors, quand on désigne quelqu'un par terroriste, c'est-à-dire on légitime sa neutralisation. Un terroriste, on fait quoi avec un terroriste? On lutte contre lui, on l'arrête, on le neutralise. Donc, on est en train, avec le régime Tebboune doit rendre des comptes. Et je me rappelle toujours qu'en 2023, quand il a réuni, quand on plein Haut Conseil de sécurité nationale, et durant plusieurs réunions au palais présidentiel d'El Mouradia, il demandait à ses collaborateurs les plus proches et aux autres, aux responsables du régime, concernant les opposants, qu'on est basé. Parce que pour lui, on est tous opposants. Un journaliste comme Abdou Samal, c'est un opposant. Alors je fais qu'informer. Moi, je n'ai pas de parti politique, je n'ai pas de mouvement, je n'ai pas de tendance, je n'ai pas d'opinion politique. Moi, je travaille sur les faits et j'essaye de défendre l'intérêt général du pays et je suis un électron libre. Mais toutes les personnes, qui soient Rachel ou l'Almac ou des simples cyberactivistes ou activistes indépendants, il a toujours dit, Abdelmajid Tebboune, faites les taire. Sektuhum Aliyah. Faites les taire. Faites les taire. Il faut les faire taire.
Quand on dit à des collaborateurs au plus haut sommet de l'État algérien, faites les taire, ça veut dire quoi? Faites les taire. Alors, je vois sur TikTok l'ami Samy qui me dit ce n'est pas des opposants, ce sont des escrocs. Qu'est-ce qu'ils ont escroqué? Ah, il y a l'ami, explique-moi. Ils ont escroqué quoi? Encore une fois, on peut ne pas être d'accord avec Hichem Aboud. Et même les escrocs, on ne va pas les assassiner. Au nom de quoi on doit assassiner un escroc? Qu'est-ce qui justifie le kidnapping, la séquestration et une tentative d'assassinat contre la MRDZ? Qu'est-ce qui justifie le kidnapping ou de recruter des tueurs à gages pour s'en prendre à Hichem Aboud? De quoi on parle? Des escrocs. Ben, il faut les juger. Moi, je ne comprends pas par exemple de l'Égypte. Ok. L'ami sur TikTok, elle nous dit sont des escrocs. Il y a déposé au plainte. Les tribunaux français sont indépendants. La justice en France, elle est rigoureuse. Elle est impartiale. Moi, j'ai été jugé en France, j'ai plusieurs procès en France. Les juges n'ont aucune empathie envers moi, ils n'ont pas de sympathie avec moi, ils regardent les faits. J'ai raison, ils me donnent raison, j'ai eu tort, ils me disent qu'il y a eu tort. Il y a une technicité au niveau de la justice. Si vous pensez qu'ils sont coupables de certains délits, bah vous déposez plainte. Si tu me dis qu'Amel Dizet, si on a des preuves qu'Amel Dizet est un escroc, bah déposez plainte, prouvez-le qu'il y a des tribunaux. Je ne comprends pas. Pourquoi ne pas recourir à la justice? Quand, en réalité, quand on essaie de tuer quelqu'un, de le kidnapper, de le faire disparaître, de l'éliminer physiquement, classe. Ça veut dire que c'est autre chose. Ça veut dire qu'on a vraiment, il dérange, il gêne. Ça veut dire que sa présence, elle est vraiment, elle cause problème. Sa présence, elle suscite une angoisse. Elle suscite un malaise. Il y a quelque chose qui tombe par an. Il y a quelque chose qui, ces opposants ou ces personnes, ces individus, parce que voilà, on va dire ces escrocs, pour reprendre le langage d'un, je ne sais pas si l'ami sur TikTok est ou est une partisane du régime Tebboune, mais c'est la terminologie classique du régime Tebboune. Si ces escrocs, on veut les éliminer physiquement, au lieu de les juger, au lieu de les soumettre à un procès équitable, au lieu de les soumettre à la justice, au lieu de les déposer plainte, de les poursuivre, ça signifie quoi? Ça signifie que ces gens-là, finalement, ils sont pas aussi escrocs que cela. Ils dérangent, ils font peur. Et pourquoi le régime Tebboune il a peur de Hichem Aboud, d'Emir DZ, de Zetot, de Abdou Samara, de Benzdira? Pourquoi il a aussi peur? On n'est que 5 ou 6. Il y a quoi? On est 5 ou 6. À tout casser 10, certains, d'autres ont moins de notoriété et moins d'influence que Hichem Aboud ou la MRDZ et les autres. Mais pourquoi? Pourquoi on a envie de leur faire du mal? C'est ça la question. Alors, une autre question sur ce sujet sur YouTube. Mimouni Yousfi, Tebboune est derrière tous ces crimes, elle va garder ce dossier en secret pour fléchir le régime Tebboune dans d'autres dossiers. Franchement, ça, Mimoun, alors là, je voulais en parler. La théorie du complot, comme quoi la France est en train de comploter, etc. Il y a un marchand avec le régime Tebboune. Écoutez-moi bien. La justice française, elle n'est pas politisée. Franchement, quand on voit que Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, François Fillon, Jacques Chirac, toutes les personnalités politiques les plus importantes de France, quand elles sont tombées entre les mains de la justice française, il y a eu des condamnations, il y a eu des traitements équitables. Marine Le Pen, récemment, alors qu'elle aurait pu devenir la prochaine présidente de la République française, les juges en France ne sont pas politisés. Les juges en France sont très professionnels. Ils ont des convictions politiques, attention. Les juges en France ont des convictions politiques. Les juges en France peuvent se tromper. Ils ne sont pas infaillibles, ils ne sont pas parfaits. Par contre, ils sont rigoureux et la justice en France, c'est un processus très, très complet, vraiment complet. Il y a les contre-pouvoirs, il y a les procédures d'appel, il y a les possibilités de réclamer, de déposer des recours. Il faut arrêter avec cette histoire. Les juges ont eu des dossiers sécuritaires. Ces dossiers sécuritaires, les juges ont décidé de mener des enquêtes sur eux. Les services de sécurité ont appliqué les instructions des juges. Il y a eu arrestation, emprisonnement pour la simple. Il n'y a pas de politique. En France, la justice n'accepte pas qu'on tue les gens pour des raisons, pour des motivations politiques, ou qu'on va attenter ou violenter, on va commettre un acte de violence contre l'intégrité physique de quelqu'un, c'est un crime. C'est la lutte contre la. Que ce soit. Il faut arrêter de croire que ça concerne uniquement le régime algérien. Ces jours-ci, cette semaine,
la la semaine passée, il y a un grand jugement, il y a un grand procès à Rennes, en Bretagne, d'un opposant, d'un blogueur journaliste de l'Azerbaïdjan qui a été victime de 2 ou 3 tentatives d'assassinat sur le sol français. C'est l'Azerbaïdjan. Il est placé sous protection. Les juges ont lancé des mandats d'arrêt internationaux. L'affaire a été très médiatisée. Et pourtant, c'est l'Azerbaïdjan. Alors, est-ce que la France a colonisé l'Azerbaïdjan? Non, il n'y a pas des nostalgiques de la colonisation française de l'Azerbaïdjan. L'extrême droite en France n'a pas un problème particulier avec l'Azerbaïdjan. Il faut arrêter avec ces théories de complot. La justice en France, elle est professionnelle. Il y a eu un crime ou tentative de crime, les juges en France mènent des enquêtes jusqu'au bout. Et celui qui est impliqué, Wallah, oui, comme ambassadeur, ou là le cousin de Tebboune, ou là le cousin du roi du Maroc, ou là le cousin de Netanyahou, quoi que ce soit, s'il y a des preuves ou des indices de son implication ou de sa connexion avec un crime grave commis sur le sol français, les juges frappent, ils frappent fort. Parce qu'il s'agit tout simplement de la protection de la sécurité nationale de la France et de l'ordre public. Il faut savoir que les autorités judiciaires françaises, elles ne peuvent pas se permettre d'accepter que... Pourquoi le parquet national antiterroriste, il est à chaque fois mobilisé? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État, c'est quand un régime étranger recrute ou emploie des gangsters ou des criminels ou des délinquants pour attenter à la vie ou pour harceler, menacer des individus qui sont ses propres opposants, mais qui résident sur le sol français. Quand on réside sur le sol français, on a le droit à la protection et à la sécurité, même si on est clandestin. Même, je dis bien que même si on est un migrant clandestin, quand on est victime d'un abus de pouvoir, ou d'une infraction, d'un crime, ou d'une tentative de crime, etc., la justice française vous protège, elle se doit. C'est la loi. En France, c'est un grand pays parce que il y a la prééminence de la loi. C'est pas un pays parfait, c'est pas un pays, c'est pas l'idéal, c'est pas le paradis absolu, mais la loi, elle est forte. Donc, s'il vous plaît, arrêtons de croire qu'il y a un État profond, qu'il y a un marchandage. Après, oui, il y a des cercles politiques en France, il y a des partis politiques qui exploitent des affaires judiciaires ou des affaires politico-judiciaires pour exercer des pressions sur les régimes ou les États étrangers afin d'arracher des compromis, afin d'appliquer une feuille de route, ou là pour demander des contreparties. Ça, c'est de bonne guerre. Et donc, là, tu viens, tu es un État étranger, tu emploies des criminels, tu te fais attraper en France, et après, tu te demandes pourquoi les autorités françaises ne vont pas te mettre la pression. Soyons logiques, c'est grave et c'est très grave cette affaire. Donc, s'il vous plaît, soyons dans le. Il y a une logique pénale, il y a une logique judiciaire, ça n'a rien à voir avec la politique. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Laissez la juge faire son travail, je suis tout à fait d'accord. Alors, pourquoi critiquer la réponse de l'Algérie en oubliant la provocation initiale du Maroc à l'exposition? Alors, ce qu'a fait Lucie sur TikTok, je pense, tu nous parles de ce qui s'est passé durant la semaine de l'Afrique à l'UNESCO, où il y a eu une bagarre entre les Algériens et les Marocains. On parlera, si tu veux, de ce sujet dans un petit instant. Est-ce que il y a d'autres questions sur l'affaire Hichem Aboud? Après, on passera à cette question. Je note, hein, Café Lucide, je note cette question et je n'y manquerai pas parce que j'ai vu, il y a une dame sur YouTube, sur les réseaux sociaux qui m'a attaqué, qui m'a accusé de vouloir d'avoir cautionné la supposée agression perpétrée par des Marocains et des Marocains contre le stand de l'Algérie au sein de l'UNESCO, ce que je n'ai jamais fait. Je n'ai cautionné aucune violence, mais je vais m'en expliquer dans un petit moment. Café lucide, ou tu me rappelles la question, ou on en parlera directement maintenant. Est-ce que sur YouTube ou là sur TikTok, il n'y a pas des questions sur l'affaire Hicham Aboud? Zéro question, Ajma'a. Moi, je suis prêt à en parler si vous voulez de l'affaire Algérie-Maroc à l'UNESCO. Voilà, bon. Alors, café lucide. Alors, je réponds directement, après on pourra revenir à cette histoire de, de Hicham Abou, si vous voulez qu'on revienne là-dessus.
Ma vidéo, mon émission, elle est très claire. Vous pouvez la revoir. Mon émission sur la fête de l'UNESCO. J'ai été neutre pour la simple raison que je n'ai pas. L'émission s'appelle Tension à l'UNESCO. Le clash Algérie-Maroc dégénère à Paris. C'était le 21 mai où j'étais neutre. J'ai condamné la violence des appareils propagandistes des deux pays. Non, je suis très neutre, mon cher DZ, voilà. DZ sur TikTok, je suis très neutre. La preuve, pourquoi je suis neutre? J'étais pas là. J'ai reçu des images, on voit une bagarre entre des Marocains et des Marocains, des Algériens et des Algériens. Je n'ai pas vu, je n'ai pas la preuve que ce sont les Marocains et les Marocains qui ont commencé, comme je n'ai pas eu la preuve que ce sont les Algériens et les Algériens qui ont commencé. Il est possible que ce soit des Marocains et des Marocains qui ont perturbé, qui ont provoqué le stand algérien. C'est complètement possible. Alors, sur YouTube, tu restes algérien, mais je reste d'abord journaliste. Là, notre métier, c'est pas l'émotion. Ce n'est pas l'émotion. Nous sommes là pour traiter des faits. Les faits, c'est qu'il y a eu des images d'une altercation entre les exposants algériens et les exposants marocains. Dans pareille circonstance, il faut condamner l'agression, l'agressivité et l'usage de la violence des deux côtés. Et j'ai appelé à l'ouverture d'une enquête. J'avais lu le communiqué de l'ambassade d'Algérie à Paris. Et pour être neutre, j'avais lu aussi le communiqué de la délégation marocaine auprès de l'UNESCO. J'ai rappelé les faits et j'ai expliqué que malheureusement, ce genre d'incident se multiplie et qu'il y a un risque que ça va se multiplier de plus en plus à cause du climat de haine qui existe entre les deux pays. Un climat de haine qui a été instauré, je le rappelle, par les propagandes médiatiques et la déferlante de la haine qui est sur les réseaux sociaux, l'instrumentalisation politique des réseaux sociaux pour diviser les Algériennes et les Algériens des Marocains et les Marocaines et les Marocains, afin de détourner l'attention des deux peuples sur les problèmes et les injustices et les problématiques de sous-développement de leur pays. C'est ça ce que ça s'appelle être neutre. Condamné, parce que ce n'est pas le premier épisode, il y a eu des épisodes auparavant, pas à l'UNESCO, mais ailleurs, mais il va y avoir, il y a eu déjà, je crains qu'il va y avoir d'autres épisodes, parce que quand on voit les réseaux sociaux, quand on voit les médias des deux pays, tout est en train, tout est orchestré pour que les Algériens et les Algériens détestent les Marocains et les Marocains, et que les Marocains et les Marocains détestent les Algériens et les Algériens. Du coup, à chaque rencontre entre les deux pays, entre les citoyens de deux pays, il y a un risque de confrontation. C'est ce que j'ai condamné. Maintenant, si vous avez des preuves qui démontrent que ce sont les Marocains qui ont été les premiers, qui ont provoqué, qui ont causé cette bagarre et cette altercation, moi je condamne. Je condamne parfaitement, qu'ils soient marocains, ou les israéliens, ou les nigériens, ou la français, ou la khoya, ou la baba. Moi je suis neutre. Ça s'appelle la neutralité. C'est très simple. Alors, sur TikTok يا ولد البلاد يا عبدو ما نسبكش وما نطيحلكش وعلاش راكم خايفين يا خويا ولد البلاد انا ماشي peur de rien. La preuve que je te parle chaque jour, donc j'ai pas peur, je parle chaque jour. Merci d'ailleurs. يعطيك الصحة ما تسبش وما تطيحش. Voilà. خويا t'es pas d'accord avec Abdou Samar, مرحبا. C'est ça le débat, c'est la démocratie. Tu me dis ouais, وين ماكش d'accord معايا. قول لي وين ماكش d'accord معايا, on va débattre, c'est pas un problème. Mais انا مانيش خايف. Moi ça, mon cher ami, داو لي ولادي ما خفتش. Ils m'ont condamné à mort ما خفتش. بعثوا لي واحد هنا في فرنسا بغيفولفير, واحد بولحية ريفولفير هنا ما قريب تيري عليا وما خفتش. الخوف غير من ربي سبحانه. الخوف غير من ربي سبحانه. إذا كتب لنا ربي نموتوا اليوم ولا نموتوا غد, وهذا ما كاتب الله. السؤال يعاود يولي نطرحه لك خويا ولد بلاد, وعلاش تبون وجمعتونا مخايفين؟ على راكم خايفين من الامير دي زاد وهشام عبود وعبدو السمار. دان كوتي يقول لك هادو نون با دو كريديبيليتي, نون با دانفلونس, نون با d'info, tout est faux, tout ce qu'on dit est faux, tout est mauvais chez nous, nous sommes d'être, et puisqu'on est mauvais, puisqu'on est nul, pourquoi vous avez peur de nous? Pourquoi vous avez peur de nous? هذه اللي ما فهمتهاش انا. Pourquoi vous avez peur de nous? Pourquoi vous avez peur d'eux? اسيدي انا je suis journaliste. هضروا على هشام عبود وعمر دي زاد. Pourquoi vous avez peur d'eux? Là, ils ont fait une. Là, ils condamnent, et Betam, l'avocat Betam l'a dit sur Sherlock News, 3 à 5 ans de prison ferme pour un like, pour un j'aime,
des vidéos de Hicham Aboud, de mes DZ, et peut-être même de mes vidéos aussi. J'ai pas eu de preuves, mais apparemment, même moi, me sac. Chez certains services de sécurité, je suis considéré comme terroriste. Chez d'autres services de sécurité, je suis considéré comme subversif. Chez d'autres cercles du pouvoir algérien, je suis considéré comme un fou. Mais là, ما فهمناش والله ما فهمنا ما فهمناش. احنا ماناش خايفين. C'est le régime Tebboune qui doit nous expliquer pourquoi il a peur. Il a peur de quoi? De la contradiction, dans la liberté d'expression, des dénonciations, des critiques qui sont contre lui, des... Moi, je ne comprends pas. Et là, personnellement, je ne comprends pas. Hicham Aboud, par exemple. Je ne sais pas qui lui donne... Elle appelle comme tous ces tentatives d'assassinat, de kidnapping. Ils l'ont transformé en héros. Alors que dans son travail, il n'y a rien. Hicham Aboud, il n'a pas d'infos. Hicham Aboud, avec tout le respect que je lui dois, 99% de ces vidéos, c'est des fake news, des insultes, de la calomnie et du mensonge. Et du commentaire superflu. J'ai rien compris. Après, encore une fois, ça peut être des privés. Mais c'est qui ces groupes privés qui vont mobiliser des tueurs, des réseaux, etc. pour s'en prendre à Hicham Aboud? Gros point d'interrogation. Vraiment, je ne dis pas que ça peut ne pas être des privés. Mais quand on a vu que l'affaire Ahmed Dessad, il y avait des officiels, et quand on voit comment Hicham Aboud, et comme les autres opposants algériens à l'étranger, est diabolisé, et insulté, et invectivé chaque jour, il y a un soupçon, on peut pointer un doigt d'accusation vers le régime Tebboune, on peut lui demander des explications. Alors, pour Bengrina, Malo, oui, c'est vrai pour Bengrina. Tout ce que nous avons raconté pour Bengrina, il est vrai. Il n'est pas en Suisse, contrairement à ce que racontent certains spéculateurs. Bengrina, il s'est opéré à Beni Messous, où il a dérangé, où il a encombré lui aussi les hôpitaux algériens. Comme tous les autres simples mortels, il n'a pas été autorisé à aller quitter le pays pour aller se soigner à l'étranger. Allez, vas-y, Ajma. Alors, sur YouTube, une question. On prendra une question sur YouTube en attendant que nos amis de TikTok. Allez, l'équipe. Alors, Shlih Wiltam Zirt au Maroc me dit pourquoi votre journal officiel a publié hier la décision sur la condamnation de l'époque de la colonisation, cette fois-ci bien publiée au journal officiel. Oui, l'Algérie elle a le droit d'établir des lois qui criminalisent la colonisation française. Moi, j'ai un ami. La colonisation française n'était pas une promenade de santé en Algérie. Moi, je n'ai pas de problème là-dessus. Attends, non, 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 je suis d'accord. Soyons très clairs. La colonisation française était une série interminable de crimes contre l'humanité. L'Algérie a absolument le droit de condamner, de criminaliser l'apologie de la colonisation ou de considérer que les crimes de la colonisation, c'est des crimes contre l'humanité. Elle a complètement le droit. Ce que, par contre, je conteste, c'est l'instrumentalisation politique de l'histoire par le régime. Le régime n'a pas le droit de me dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans l'histoire. J'ai le droit d'avoir un avis, une opinion sur l'histoire de mon pays. Et la vérité historique ne peut pas être monopolisée par le pouvoir politique. Et on ne doit pas emprisonner des chercheurs ou des journalistes ou des simples citoyens et des citoyens qui se posent des questions sur l'histoire de la guerre de libération nationale ou sur l'histoire de la colonisation en France. Il faut laisser le débat ouvert et on ne marchande pas. On n'utilise pas l'histoire de l'Algérie pour racketter la France ou pour marchander avec la France ou pour obtenir un compromis politique. C'est ce que je dénonce. Pour le reste, on a complètement l'Algérie est dans son droit le plus absolu de demander des comptes ou de criminaliser la colonisation française. Très simple, mais il faut pas. C'est un droit absolu, comme beaucoup de pays à travers le monde, de la Corée du Sud jusqu'au pays de l'Amérique latine. Il y a eu des pays à travers le monde qui ont établi des lois qui criminalisent des crimes perpétrés par des occupants étrangers qui ont squatté ou qui ont envahi leur territoire. Alors, l'autre question, Ajma El Khair.
Tonton sur TikTok qui me dit Abdou a un cœur blanc. Merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup. Pour une fois, nous avons des avis positifs, ça nous remonte le moral. Merci beaucoup. Merci énormément. Allez, d'autres questions et l'équipe. Hamid Axel, il dit je confirme que tu as peur de débattre avec moi. Hamid Axel, je te connais même pas. Comment je peux avoir peur de toi? Marhaba, tu veux débattre? Yallah. Je suis prêt à débattre. Quel sujet tu veux qu'on aborde? Comment j'ai pas eu peur de toi pour les deux chiens, je vais avoir peur de toi. Je ne te connais pas pour avoir peur de toi. Après, si tu dis il faut monter dans un live, encore une fois, je ne peux pas faire monter des gens en live parce que j'ai pas envie. Là, on a un public familial, là, on est des gens bien élevés, il y a des parents qui nous regardent, il y a des pères et des mères de famille, des pères de famille qui nous regardent avec leurs enfants. مش نطلع انا واحد بيسب ويطيح ويخرج لنا الكلام les insanités ou la vulgarité. أنا ما نقبلهاش. Moi, je suis pas là pour faire du clic, je le dis. Moi, je ne suis pas là pour faire du clic et pour faire du buzz et pour se faire de l'argent. Moi, je suis là pour dans une démarche d'explication, de pédagogie et d'exploration des dessous de l'actualité algérienne et d'interactivité, de vous expliquer en live ce que peut-être je n'ai pas eu le temps ni les moyens, le temps nécessaire de l'expliquer dans une émission de journalisme, dans une émission classique. Voilà, faut qu'on soit très clair. Donc, il y en a, c'est pour ça, mais j'ai pas peur du débat. Celui qui veut débattre, marhaba. Nazoumi sur YouTube et là sur Ibtissam Hamlaoui. Ah, sur Ibtissam Hamlaoui. Le général Hassan tombe, mais pas Ibtissam Hamlaoui. Anna, franchement, je le dis, et là, Ibtissam Hamlaoui, elle est, je pense. Hein. Je le dis, euh, il faut absolument la nommer vice-présidente. Elle est puissante. Wahed Mardalha. Quand même le général Hassan a succombé à la tentation, il a servi l'agenda et les intérêts d'Ibtissam Hamlaoui, c'est scandaleux. Cette femme, elle a une emprise, un pouvoir incroyable. Voilà. Nous l'avons rêvé, nous l'avons expliqué la mécanique de son emprise, de son pouvoir personnel sur les institutions de l'État dans plusieurs émissions. Je ne vais pas revenir là-dessus. Elle est puissante. Donc, au départ, on nous a dit à la fin, depuis la fin de l'année 2025, lorsque le scandale Yassine Ben Chattah et Hajar Zitouni a éclaté, scandale de torture, je rappelle une fois, de violence, pas uniquement de détention et d'emprisonnement arbitraire ou de violation des libertés publiques individuelles ou d'incarcération arbitraire, il y a eu de la torture, il y a eu de la violence, il y a eu des humiliations, ils ont été dénudés, frappés, forcés de boire l'eau des toilettes, etc. Donc, soyons sérieux. Hein. Moi, Ibtissam Hamlaoui, c'est pas une affaire de corruption, de trafic d'influence ou de coucherie, etc. C'est beaucoup plus grave que cela. Beaucoup plus grave que cela. D'ailleurs, encore une fois, sa vie privée ne m'intéresse pas. À la fin de l'année 2025, on nous a dit Tebboune ne cède pas à la pression. Il ne veut pas l'enlever ou il ne veut pas l'enlever. Il ne veut pas la démettre de ses fonctions au niveau de l'Observatoire national de la société civile ou du croissant algérien tant que des opposants, des activistes à l'étranger parlent d'elle. Il ne veut pas donner l'impression qu'il cède aux pressions des opposants qualifiés encore une fois de subversifs pour certains, de traîtres à la nation pour d'autres, de terroristes pour d'autres encore une fois. Mais en réalité, la fin de l'année 2025, elle est passée, début de l'année 2026, et elle est passée, le ramadan est passé, et non seulement elle n'a pas été démise de ses fonctions, ni écartée, mais elle a été, on lui a donné un deuxième mandat. Donc, c'est plus que de la protection, c'est une promotion. C'est une promotion. Donc, ça n'a rien à voir avec les pressions pour ne pas faire plaisir, ou ne pas donner raison aux opposants et à l'étranger. Non, Tebboune veut la garder auprès de lui. Je dis bien Tebboune. Alors là, on veut accuser son fils. Moi, je ne suis pas du tout partisan de cette théorie. Ah, Tebboune, il est victime de son entourage. Ah, Tebboune, il est pauvre, mesquin, il a de bonnes intentions. C'est son entourage qui est mauvais. Tebboune, il est responsable de son entourage. C'est lui qui a ramené son entourage. Tebboune, si les conseils de Tebboune sont mauvais, c'est à cause de lui. C'est parce que lui n'a pas su, c'est lui qui les a choisis. On lui a pas imposé ses conseillers. Et c'est lui le chef de l'État. Dans l'histoire, devant la loi, devant le peuple algérien, c'est lui qui est responsable. Je dis bien, c'est lui qui est responsable. Je dis bien que c'est lui qui est responsable. Ni plus, ni moins. C'est lui qui est responsable. Donc, en tant que chef d'État, en tant que président de la République, il doit assumer sa responsabilité. Quand on a un scandale de torture, encore une fois, c'est pas la vie privée de Mme Tissam Hamlaoui ou de Mademoiselle Tissam Hamlaoui qui cause problème. Des vies privées qui défraient la chronique, il y en a toujours eu dans l'histoire de l'Algérie. On parle d'une personne qui a rabaissé et qui a mis à son service et qui a piétiné toutes les institutions de l'État et qui a utilisé les institutions de l'État pour torturer des personnes.
pour violenter les individus, pour les envoyer en prison et pour manipuler les juges et les services de sécurité. Abdelmajid Tebboune, pour moi, il est responsable. C'est lui qui l'a maintenu et sans lui, sans son accord, elle n'aurait pas pu avoir un deuxième mandat à la tête du croissant. Moi, j'en ai marre. Abdou, ah non, et Kamal Sidi Saïd, ah, Amirouche Hamadesh, je compte Jeb Amirouche, ou Boulam Boulam, ou Kamal Sidi Saïd. C'était bon. C'est bon. C'est lui le responsable. L'État, il est mal géré. Si l'État est commandé ou commandité ou manipulé par des personnes véreuses, qu'elles soient des femmes ou des hommes de mœurs légères ou avec des conditions, avec des pratiques scandaleuses, c'est parce que lui, il refuse de faire le changement, il refuse de nettoyer son entourage. Il le refuse. Il emprisonne les gens quand ces gens se retournent contre lui ou il les perçoit comme une menace. Mais tant que Tebboune ne vous perçoit pas comme une menace, vous avez beau menacer l'intérêt général du pays, vous avez beau menacer la stabilité et la sécurité du pays, il ne vous touchera pas, il ne vous touchera pas. C'est ça la vérité. Donc soyons sérieux l'équipe, ما نكذبوش على روحنا. انا باش تقول لي كما سيدي سعيد وهادي وبولم بوعلام وجنرال حسن, ils sont tous au service d'un seul homme qui a façonné un système qui est mauvais. Il doit rendre des comptes, c'est Tebboune qui doit rendre des comptes. C'est aussi simple. Alors, Che Guevara sur TikTok. Même si Tebboune quitte le pouvoir, tu ne rentreras jamais en Algérie. Che Guevara, on a dit la même chose à Hossein Aït Ahmed. Ou Hossein Aït Ahmed, il est rentré en Algérie, où il a mobilisé 1 million de personnes dans les rues d'Alger, où Galhom, je vous emmerde. On a dit la même chose de Bouteflika, il ne rentrera jamais en Algérie. Il est rentré en Algérie, il est devenu président de la République. Des cas qui m'aident, il y en a eu, et Che Guevara, non seulement je vais revenir et je vais rentrer, et tu pourras peut-être même parmi celles et ceux qui sont à l'aéroport pour m'accueillir et pour me dire des gentillesses, parce que des personnes comme toi, on connaît leur nature. Quand on n'est pas au pouvoir, tout le monde nous insulte, mais le jour où on sera promu, on arrivera à conquérir le pouvoir, alors tout le monde nous dira ah tout le monde sera de notre côté. Franchement, le langage, on ne rentrera jamais en Algérie, etc. Nous rentrerons bientôt, peut-être beaucoup plus prévu qu'avant, beaucoup plus vite qu'on le pense, et nous allons libérer notre pays et restaurer, peut-être pas la démocratie comme on en rêve, moi je ne suis pas idéaliste, mais nous allons restaurer un seuil minimal au minimaliste de la dignité et du respect des libertés publiques et individuelles. De façon électorale, au moins j'aurais assumé mon devoir, j'aurais défendu mon pays jusqu'au bout, jusqu'au dernier de mon dernier souffle, en défendant les faibles, en défendant les plus fragiles, en défendant les victimes des abus de pouvoir et de la Hogara. Wahida, t'es parti au Maroc. T'es pas parti au Maroc, Wahida? Non, non, je ne suis pas parti encore au Maroc. Depuis 2024, je ne suis pas parti au Maroc. Je devais partir à la Cannes et heureusement, je ne suis pas parti à la Cannes. Ça a été un spectacle désolant. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion pour retrouver le Maroc dans des conditions sereines, mais malheureusement, je ne suis pas parti au Maroc. Alors, Ejma, allez, on va rajouter encore un petit quart d'heure. Allez, good live, s'il vous plaît, maximum de partage. Un max de partage, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de live. Prière de partager massivement ce live, s'il vous plaît. Artiste Bio, libérer notre pays. Oui, Artiste Bio, libérer notre pays de la dictature. Oui, un pays se libère de la dictature. Et c'est pas la peine, ne t'inquiète pas, j'appelle pas à prendre les armes ou à faire une armée de libération. Non, 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 pas du tout. On a libéré avec l'esprit, avec le dialogue, avec le journalisme indépendant et libre, avec la citoyenneté et le civisme. Alors, sur YouTube, Animal T, de son départ d'Algérie, j'ai entendu une histoire à propos de son départ d'Algérie, Bemgenina. C'est faux, vous avez des preuves, présentez-les, inaudibles. J'ai rien compris à ce commentaire. Moi, sur Bengelina, nous avons donné tous les détails nécessaires. Il y a eu même des photos de sa présence à l'hôpital de Beni Messous qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Donc, je ne vois pas de quelles preuves vous nous parlez, mon cher ami. Alors, gazoduc Nigeria. Alors, le gazoduc transsaharien, vous voulez qu'on parle de ce sujet?
Che Guevara qui me dit: «Pourquoi vous vous adressez aux Algériens en français? Vous voulez la compassion des Kabyles». Che Guevara, je suis un journaliste francophone depuis, 15 ans. C'est la langue dans laquelle je me suis formé, dans laquelle j'exerce le journalisme et je crois que il y a au moins, selon les chiffres officieux de l'Organisation internationale de la francophonie, au moins 12 millions de francophones en Algérie. L'Algérie, elle fait partie des 3 pays les plus importants francophones hors la France, hors l'Hexagone. Et je crois que les francophones algériens méritent un journalisme de qualité, un journalisme indépendant, auquel nous aspirons et pour lequel nous œuvrons chaque jour. Et encore une fois, on n'est pas là pour faire la quantité, on est là pour faire de la qualité. Et nous avons toujours essayé de parler en arabe, au dialectal algérien, pour se faire comprendre par la majorité des Algériennes et des Algériens. On n'a pas. Après, voilà, je suis plus à l'aise en français que dans la langue arabe. Ce n'est pas un mal en soi. Ce qui est des questions importantes, et je mets à l'actualité, elle est folle. Alors, le gazoduc Algérie-Nigeria, il est toujours uniquement un projet de papier. Nous sommes en train de préparer une enquête importante parce que nous avons parlé à des sources très bien introduites au sein de Sonatrach et nous sommes en train de préparer une émission là-dessus pour vous dire que ce projet risque d'être une utopie puisque contrairement à ce que dit le régime Tebboune, à ce que nous disent le ministre, surtout le ministre de l'énergie, Hadak, Ahmed Mohamed Al-Keb, qui est devenu ministre des hydrocarbures, il y a un énorme mensonge, il y a une énorme manipulation et désinformation sur ce sujet. Il y a beaucoup d'infrastructures qui n'ont pas été encore réceptionnés, ni même leurs travaux de construction n'ont même pas été encore lancés. Il y a beaucoup d'insuffisances et de défaillances dans ce dossier et malheureusement ce gazoduc risque de ne pas voir le jour. Mais ça, on vous prépare une émission importante là-dessus. Dans pas longtemps, elle est en cours de préparation. Veuillez patienter parce qu'il y a des arguments techniques que nous sommes en train de réunir. Il y a des informations très techniques que nous sommes en train de vérifier. Alors, Oppenheimer, en tout cas en Algérie, il en faut plus des hommes comme lui dans le pouvoir, sincèrement. Merci beaucoup, Oppenheimer. D'ailleurs, je vous conseille à tout le monde de voir le film Oppenheimer, qui est un grand film, qui est un très grand film, qui reflète la vie compliquée d'Oppenheimer. Justement, c'est quelqu'un dont on peut s'inspirer dans notre travail, parce qu'il a eu toute sa vie à lutter contre sa mauvaise conscience ou comment vivre en harmonie avec sa conscience. Merci beaucoup, Oppenheimer. Oui, bah, je ne sais pas s'il faut des hommes comme moi dans le pouvoir, mais en tout cas, il faut des hommes de ma génération et de mon âge, parce qu'on en a marre de la gérontocratie des vieux, de la dictature des vieux, et des personnes qui sont amères et qui sont dictatoriaux, qui sont caractériels et qui sont fermés dans l'esprit, qui sont constipés dans le cerveau. Et nous allons faire de notre mieux pour améliorer la gouvernance de notre pays. L'ami Samy, il revient, Marhababi, qui nous dit, il nous parle de petits chantage. L'ami, encore une fois, celui qui a une preuve que un opposant algérien ou un cyberactiviste ou un journaliste a fait du chantage, tribunal, au tribunal judiciaire de Paris. La justice française ne va pas protéger quiconque. Si vous avez des preuves font du chantage, déposez plainte. Déposez plainte. Et allez-y. Allez-y. C'est tout. Celui qui a des preuves. Moi, je ne comprends pas. Moi, quand je parle contre le régime Tebboune, j'utilise des preuves, je montre des documents, j'utilise des informations vérifiables, détaillées, contextualisées. Je ne parle pas dans le vent. Je ne parle pas du tout dans le vent. Et voilà. Alors, Sadoun, il me dit, tu es parti depuis plus de 10 ans, l'Algérie se développe à fond. Ah, elle se développe tellement qu'on est en train de prendre les moutons de la Syrie. Un pays en guerre, un pays en crise humanitaire nourrit l'Algérie. Tellement on se développe, on les moutons d'un pays en guerre et en crise humanitaire. Tellement on se développe qu'il faut s'inscrire pour pouvoir acheter 2 pneus par 6 mois. Tellement qu'on se développe que le dinar a perdu entre 30 et 40% depuis l'arrivée du régime Tebboune.
La liste, elle est très très longue. Ça donne. Tu as le droit de trouver que la... Tu as le droit d'être d'accord avec le bilan de Tebboune. Moi, je te reproche pas, عندك الحق. Mais ne viens pas mentir. ما تكذبش. تقولش بلي on se développe à fond. On ne se développe pas à fond, on est en train de toucher le fond. Quand on emprisonne des citoyens et des citoyens pour un commentaire, pour un like, quand on provoque des pénuries de pneus, quand on fait souffrir la population des pénuries de médicaments, quand le pouvoir d'achat s'effondre, quand un mouton devient un luxe, quand une voiture devient un luxe inaccessible, y compris dans les rêves, on ne se développe pas à fond, on crée de la pauvreté, on crée de la misère. Et là, je ne suis pas d'accord. Et là, je ne suis pas d'accord. Alors, Asdin, la justice française protège bien Bouchouareb cité dans le Panama Papers. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Ce n'est pas un voleur d'orange ou de mobilette? Asdin, je te demande, Asdin, de revoir notre émission sur Bouchouareb, le cas d'école. S'il te plaît, Asdin, reste connecté. Avec le titre de notre émission. Elle est très claire, il faut absolument la voir. L'émission, elle est intitulée, elle a été diffusée le 19 mai 2026. Son titre, Algérie-France, l'affaire Bouchouareb, le cas d'école des milliards intouchables. Parlons de Bouchouareb. L'Algérie dit que Bouchouareb est un voleur. Elle l'a condamné pour 100 ans de prison ferme. 100 ans quand on cumule toutes les peines. Et elle a lancé 6 ou 5 mandats d'arrêt internationaux, avec 6-5 demandes d'extradition données à la France, envoyées à la France. Ok. Quand on accuse quelqu'un de corrompu, il y a des preuves. Atteignez la preuve. Il n'y a pas de problème. Il est cité en Panama Papers, c'est vrai, comme le Brab, comme beaucoup d'hommes d'affaires. Ce qu'on oublie encore une fois, le cas d'Abouchouereb. La France ne l'a pas extradé, pourquoi? Parce qu'il est gravement malade. Hein. Il est gravement malade. 74 ans, il souffre d'une maladie psychiatrique, il a les documents médicaux qui prouvent qu'il est gravement malade. Donc il n'y a pas eu de protection, puisqu'il a été placé sous contrôle judiciaire, il a été jugé de 2023 jusqu'à 2025. 2 années d'enquête, 2 années d'instruction judiciaire. Donc il n'y a pas eu, il y a pas eu de protection. Une protection locale, la justice française dit, allez, je vous emmerde, je ne vais même pas l'appeler, ni lui demander, ni lui poser la moindre question. Premièrement. Donc, il y a une instruction. L'Algérie n'a pas donné les garanties nécessaires pour démontrer que son incarcération sera conforme pourra garantir sa santé, sa sécurité. Deuxièmement, l'Algérie l'accuse de corruption. Elle n'a pas donné les preuves. Il n'y a pas de preuves. Pourquoi il n'y a pas de preuves? L'argent de Bouchouareb à l'étranger, Bouchouareb l'a justifié. Bouchouareb, c'était un milliardaire. Bouchouareb, il vendait de la purée. On l'a dit dans l'émission. La pomme de terre sous forme de purée, c'était le fournisseur de la purée des casernes dans l'armée nationale populaire pour les années 90. في التسعينات وقت الارهاب Bouchouareb avait une marque de chips qui cartonnait dans les années 90. Bouchouareb, avant l'arrivée du régime de Bouteflika et avant de devenir ministre, il était milliardaire. Où il est résident en France depuis la fin des années 70. Il a donné ces détails-là. En Suisse, on lui a gelé 1 million d'euros et quelques, presque 2 millions d'euros. La Suisse les a gelés. Elle lui a demandé des explications, des justifications. Il est en train de se justifier. Maintenant, si la justice algérienne, elle a une preuve que Bouchouareb a volé, a raquetté ou a détourné, qu'elle la donne. Mais une preuve, ماشي هضره في les réseaux sociaux, cafétéria, un compte bancaire bien, oui, un compte bancaire bien rempli. Mais bien rempli avec quoi? Les gens ont le droit d'être riches. Être riche, c'est pas un crime. C'est l'enrichissement illicite qui est un crime. Il y a une différence. Demain, moi, je m'enrichis. خدمت. حقيت. ما سرقتش. Mais si j'ai volé, j'ai détourné de l'argent, j'ai volé l'État pour m'enrichir, là oui, il faut des preuves. L'affaire Ben Milissa, dont on parlera demain. C'est bon, hein. Je suis arrivé à 1h, c'est fatigant, j'ai extrêmement soif. L'affaire Ben Milissa, promoteur immobilier à Oran. Lui, alors, c'était un vendeur de chaussures ou un milliardaire en 3-4 ans. Sa connexion avec Boualem Boualem a été prouvée. Ses affaires de corruption ont été prouvées. Il a pris 3 ans sursis et il a fait 3 semaines de prison. Alors que lui, il était la machine à laver de Boualem Boualem. Et tout Oran, tous les habitants d'Oran connaissent son histoire.
Haggar, Mace Wesh, il a jeté des gens en prison. Il s'est mangé de façon illicite. Il n'a aucun niveau. Il n'a aucun niveau intellectuel. Bouchouer, il a du niveau. Qari, il était président du CNES. Qari Bouchouer, Ben Milita. Je lui donnerai même pas la gestion d'un cafétéria. Lui, il a pris que 30 jours. Ah, on est signalé sur le. Good life, s'il vous plaît. Good life sur TikTok, good life partout. Il n'a fait que 3 semaines de prison et 3 ans avec sursis. C'est politique. Il y a une différence entre la justice et la vengeance et les règlements de compte politiques. Encore une fois, il y a une grosse différence entre la justice et les règlements de compte politiques.